Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Eh bien, il est 8h34 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse des médias et des sites d'information sur studiokalita.com. Et nous commencerons cette revue de la presse de ce dimanche matin par ce qui se passe en Espagne, ce qui s'est passé au cours des derniers jours en Espagne. Les quotidiens et les sites d'information révèlent ce matin que la cellule terroriste responsable de l'attentat sur la Rambla de jeudi après-midi avait projeté de commettre un méga attentat contre une cible de choix, entre guillemets, au cœur de Barcelone, telle que la Sagrada Familia, la célèbre cathédrale de la capitale de catalane. Il voulait faire exploser le symbole de Barcelone, titre en manchette de Yediot Ahronoth. Les autorités espagnoles ont en effet reconnu durant le Shabbat que l'explosion de gaz qui s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi et qui a causé la mort de 3 personnes dans un petit village, El Canar, non loin de Barcelone, était une sorte d'accident de travail d'une cellule terroriste particulièrement importante composée d'une douzaine de membres, pour la plupart des citoyens marocains. Cette cellule affiliée à Daesh aurait projeté de faire exploser 3 camions piégés dans le centre de Barcelone à quelques minutes d'intervalle. Les enquêteurs ont en effet retrouvé dans l'appartement qui servait de siège à cette cellule, ou en tout cas dans ce qu'il en reste, des bonbonnes de gaz et 3 corps de terroristes qui appartenaient donc à cette cellule. Le terroriste responsable de l'attentat qui a coûté la vie à 14 personnes et qui en a blessé plusieurs dizaines d'autres, n'a pas encore été arrêté par les forces de sécurité espagnoles. Et en marge, le Yediot Ahronoth publie la réaction de la communauté juive de Barcelone qui compte 15 000 membres et qui insiste sur le fait qu'elle ne se sent pas directement menacée par ces attentats. Dans un éditorial en page 3, Yoav Frumer, en page 3 du Yediot Ahronoth, Yoav Frumer écrit qu'il y a seulement 2 scénarios possibles après les exactions de Daesh en Europe. Cela se terminera soit par une victoire totale sur le terrorisme, soit par la fin de la démocratie en Europe. Le site NRG publie ce matin le témoignage de Dov Kalmanovitz, qui fut il y a 30 ans le premier blessé et très grièvement atteint pendant la première intifada. Il avait été brûlé par un cocktail Molotov lancé en direction de son véhicule par des Palestiniens. Dov Kalmanovitz se trouvait par hasard en vacances jeudi à Barcelone. Il a été témoin des scènes qui se sont produites tout de suite après l'attentat au cœur de la ville. Selon son témoignage, la population locale de Barcelone n'a pas exprimé de peur ou d'hystérie, mais plutôt un sentiment de solidarité nationale après cet attentat qui a donc coûté la vie à 14 personnes. Selon lui, les Espagnols comprennent après cet attentat que le terrorisme islamiste frappe tout le monde sans distinction. Dans son analyse en page intérieure du Israël Hayom, Yoav Limor explique que même si sur les champs de bataille en Irak et en Syrie, Daesh est en passe d'être battu, le daeshisme, on peut dire, va lui survivre et se traduire par la poursuite d'attentats contre des cibles de choix en Europe. Et de facto, les attentats de ces derniers jours prouvent que l'organisation islamiste est encore loin d'être annihilée. Les sites d'information et en particulier le Maariv parlent également d'agression au couteau. Une agression en particulier est recensée en Finlande. Un émigré marocain de 18 ans qui avait trouvé refuge dans ce pays l'an dernier a été arrêté après avoir poignardé une dizaine de personnes, pour la plupart des femmes finlandaises, tuant 2 d'entre elles et blessant plus ou moins sérieusement les autres. Les forces de sécurité finlandaises ont qualifié cet acte d'attentat. Rechet Bet, la radio israélienne, a annoncé hier soir que le Premier ministre Binyamin Netanyahou rencontrera mercredi en Russie le président russe Vladimir Poutine. À l'ordre du jour de cette rencontre, la poursuite de la coopération militaire aérienne entre les armées russes et israéliennes en Syrie, dans le ciel syrien. Et toujours dans ce contexte, également à l'ordre du jour, la présence accrue de l'Iran en Syrie, une présence qui préoccupe passablement le Premier ministre israélien. Le Maariv parle ce matin d'un tremblement de terre à la Maison-Blanche après le limogeage de Steve Bannon, le très proche du conseiller du président américain Donald Trump. Bannon était considéré comme l'un des hommes les plus proches de Donald Trump, mais au cours des derniers mois, il a perdu de son influence dans le proche entourage du locataire de la Maison-Blanche. La réaction déplacée de Donald Trump aux événements de Charlottesville a été imputée à Bannon
qui a payé donc le prix lourd de cette erreur et qui se voit limogé sans ménagement. Le Maariv en profite pour revenir sur les 10 proches conseillers du président Trump qui ont été limogés au cours des 7 derniers mois à la Maison-Blanche depuis l'arrivée donc de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Le Yediot Aharonot lui consacre la moitié de sa manchette de ce matin à ce nouveau limogeage et publie une photo datant justement du début du mandat de Trump à la Maison-Blanche, une photo dans laquelle on voit Sean Spicer, Ryan Priebus, Michael Flynn et Steve Bannon, donc autour du président Trump dans le bureau ovale. Tous ses conseillers ont donc été limogés au cours des derniers mois par Donald Trump. Le seul à être toujours en service sur cette photo n'est autre que le vice-président américain Mike Pence. Nadav Eyal, dans un éditorial consacré à ces développements à la Maison-Blanche, estime que si Steve Bannon est parti, la bannonisation est bel et bien demeurée aux États-Unis. Quant au site, voilà, il croit savoir que Bannon va retrouver ses anciennes activités journalistiques et peut-être même créer une nouvelle chaîne de télévision qui véhiculera ses idées très proche des ultranationalistes américains, et ce, même si apparemment, il a décidé de ne pas critiquer directement le président américain sur ce nouveau média. En Israël, les quotidiens et les sites d'information continuent à s'intéresser aux manifestations du samedi soir contre le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit, et les journaux indiquent qu'hier, pour la première fois après 39 semaines, les manifestants, dans l'immense majorité des militants de gauche, ont été éloignés, plus encore du domicile du docteur Mandelblit à Petah Tikva. La police a interdit en fait la tenue de ce rassemblement hebdomadaire qui suscite d'ailleurs un véritable débat politique en Israël. Face à l'opposition de la police, les manifestants se sont rassemblés devant le commissariat central de la ville de Petah Tikva. Ils protestent contre ce qu'ils considèrent être la lenteur des enquêtes qui se rapportent au Premier ministre Binyamin Netanyahu. Le Israël Hayom, lui, nous annonce que le célèbre conseiller américain et stratège électoral Arthur Finkelstein est décédé hier aux États-Unis. Finkelstein était un personnage célèbre en Israël depuis qu'il avait réussi l'exploit de faire remporter les élections à Binyamin Netanyahou en 1996, quelques mois à peine après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, alors que les sondages à l'époque donnaient Shimon Peres largement vainqueur. Et puis le site du Times of Israel, dans sa version en français, évoque un documentaire qui relate l'histoire d'une famille juive italienne qui s'est cachée pendant la Shoah dans une grotte. La grotte a été creusée en 1944 par le père de cette famille, Anati, et cette famille a pu donc s'y cacher pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de la guerre. En 2013, les 3 enfants de cette famille Anati, qui ont aujourd'hui respectivement 88, 85 et 77 ans et qui vivent tous depuis la fin de la guerre en Israël, ont entrepris de retrouver la grotte creusée par leur père. Le documentaire relate leurs recherches avec un certain humour et beaucoup d'émotion, donc un documentaire mentionné par le Times of Israel dans sa version en français. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Je vous retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec Eli Carmon, expert en matière de lutte contre le terrorisme après les attentats de jeudi et de vendredi en Espagne, à Barcelone et à Cambrise. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.